Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle séance du forum Sciences et Philosophie consacrée au thème au programme des classes préparatoires scientifiques Faire croire. Cette séance est organisée par le Collège international de philosophie en partenariat avec le mensuel Philosophie Magazine. Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle, déclare un personnage du Marchand de Venise de Shakespeare. Jouons-nous tous la comédie ? Peut-être pas à chaque instant de notre vie, mais il est courant de se retrouver en situation de représentation, que ce soit au travail, en cours parmi ses camarades de classe ou face à un professeur, ou dans le cadre d'un dîner de famille, comme vous l'avez été peut-être lors des fêtes. Nous essayons alors de faire croire quelque chose, que nous sommes plutôt ceci que cela, que nous appartenons à telle tribu, tel clan, telle classe sociale, que sais-je. Est-ce du mensonge ? Pas toujours, évidemment, mais on n'est pas loin de l'illusion et de certains artifices. À l'ère de la post-vérité, où les faits les plus évidents sont parfois remis en question, l'art du faire croire revêt désormais un enjeu démocratique. Mentir en politique n'est pas nouveau, mais défendre une vision du monde où la vérité n'est plus une possibilité commune, c'est un peu plus nouveau. L'avènement de l'intelligence artificielle, en revanche, et des deepfakes accentue encore le brouillage des repères. Distinguer le fake, le faux, du réel devient de plus en plus difficile. Et c'est une véritable guerre que se livrent désormais certains acteurs qui veulent se rendre comme maîtres et possesseurs de la vérité, pour paraphraser Descartes. Rien de mieux qu'une scène de théâtre pour apprendre et repérer les ficelles de l'illusion, pour analyser les trucs propres à faire croire. Le drame romantique, avec sa pléthore de moyens, ses cadres qui débordent et ses multiples intrigues parallèles, offre un lieu propice à la réflexion. Qu'a à nous dire un auteur du XIXe siècle, Alfred de Musset, sur le brouillage actuel que connaît le concept de vérité ? L'époque des Médicis et l'Italie du XVIe siècle semblent pourtant bien lointaines. Il n'empêche, certains jeux de dupes connaissent à nouveau leur heure de gloire. Une autre piste de réflexion nous est offerte par l'œuvre de la philosophe et politologue Hannah Arendt. Confrontée à l'avènement des totalitarismes, au risque de déportation et à l'exil, elle a construit des outils conceptuels propres à comprendre les transformations et les risques qui ont affecté la démocratie au XXe siècle. Avec nos trois invités, nous explorons donc les multiples enjeux de ce thème, faire croire, qu'il soit politique ou dramatique. Et pour reprendre une expression qui a été très employée cette semaine, peut-être trouverons-nous des pistes pour proposer un réarmement de la vérité. Je vous présente les trois invités qui sont avec nous aujourd'hui. Sylvain Léda, vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Rouen-Normandie, spécialiste d'Alfred de Musset et de la littérature romantique. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à cet auteur, dont vous dirigez les œuvres complètes. Et avec vous, nous verrons comment Alfred de Musset met en scène dans Lorenzaccio le mensonge et le faux-semblant pour en faire une voie paradoxale d'accès à la vérité. David Collomb, vous êtes enseignant. Oui, je précise qu'il y a eu un petit changement de programme, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais Esther Pinon étant absente, c'est monsieur Sylvain Léda qui la remplace. David Collomb, vous êtes enseignant et chercheur en histoire à Sciences Po, récemment auteur de La guerre de l'information, paru aux éditions Taillandier. Vous analyserez comment la guerre de l'information est devenue une guerre contre l'information qui a eu pour conséquence de fragiliser nos démocraties. Enfin, Aurore Mregen, vous êtes docteur en philosophie et ingénieur de recherche à l'Université Paris-Nanterre. Spécialiste d'Hannah Arendt, vous avez coordonné avec Martine Lebovici les cahiers de Lerne qui lui sont consacrés, qui sont parus en 2021. En vous appuyant sur Arendt, vous montrerez comment faire croire suppose la plupart du temps un vouloir faire croire, qui revient souvent à une intention de tromper. Alors, je vous propose d'abord d'écouter les trois interventions de nos invités, et nous allons commencer par monsieur Léda, s'il vous plaît. C'est allumé. Il y a un petit changement à vue, comme au théâtre, je me déplace. Alors, Esther Pinon n'a pas pu venir parce qu'elle a la grippe, mais Esther Pinon et moi travaillons de très longue date ensemble sur Musset, dont nous sommes les spécialistes. Nous organisons en ce moment un dictionnaire Musset qui sera disponible en ligne dans quelques mois et nous éditons ensemble les œuvres complètes de Musset. Et alors, ce que je vais vous lire aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un mixte de ce qu'avait proposé Esther avec quelques idées qui sont de moi quand même. Je ne vais pas simplement faire le perroquet. Alors, il n'y a de vrai au monde que de déraisonner d'amour. En 1836, dans la comédie « Il ne faut jurer de rien », Musset fait prononcer cette phrase à Valentin Van Buch, qui est le héros de cette pièce. Il s'agit d'un éloge de la folie douce
qui intervient dans un texte comique et fantaisiste, à milieu apparemment de la noirceur désespérée de Lorenzaccio. Pourtant, il me semble que cette ligne de conduite paradoxale, qui consiste à se faire croire à soi-même ce que l'on sait n'être pas vrai, il me semble que cette piste éclaire le drame de 1834 que Musset a composé pour la plupart en 1833. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que c'est un jeune homme de 22 ans qui a écrit cette pièce. Donc il me semble que dans le drame de 1834, on note un parti pris de la déraison, plus de gravité peut-être et plus de fantaisie qu'on ne pourrait en déceler au premier abord. C'est ce que j'aimerais essayer de démontrer en m'appuyant sur deux extraits, deux scènes, dans lesquelles le jeu et la déraison, plus ou moins consciemment recherchés par Lorenzaccio, deviennent pour lui un moyen d'accéder à la vérité, mais aussi un moyen d'action, et pour la pièce, un moteur dramatique. Donc vous avez lu la pièce, vous la connaissez par cœur, il s'agit de la scène 1 de l'acte 3 et de la scène 9 de l'acte 4. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que Lorenzaccio est un drame de la perte de la foi et des idéaux, un drame de l'incapacité à croire et du danger qu'il y a à faire croire. La foi en rien ne se donne. La foi en rien ne se donne, écrit Musset dans La Confession d'un enfant du siècle en 1836, donc juste après la publication de Lorenzaccio. Et c'est déjà ce qu'il démontre dans le drame, à travers notamment la dramatisation d'un épisode de l'histoire florentine. La pièce, Lorenzaccio, comme le roman, La Confession d'un enfant du siècle, sont écrits dans un contexte précis qu'il faut avoir à l'esprit, celui de la monarchie de Juillet et des désillusions que ce régime politique nouveau a engendré. Musset, vous le savez, est très peu politisé. Et d'une nature foncièrement pessimiste, et ce, très jeune. Au moment de la Révolution de Juillet, le 27, 28, 29 juillet 1830, Musset ne prend pas son fusil, comme Alexandre Dumas, pour aller lutter pour la République. Il fait, 2-3 jours après, du tourisme de barricade, bien habillé avec une canne. Comme ça, il se promène, il badine, mais il ne s'implique pas, il ne s'engage pas. Il n'a donc partagé que très brièvement, vraiment très brièvement, et personnellement, je ne sais même pas s'il l'a partagé, l'enthousiasme et les espérances de 1830. Il n'en perçoit pas moins vivement l'amertume et la déception qui s'emparent de la jeunesse et s'inscrivent, selon lui, dans une crise des croyances plus vaste et plus profonde. Ce que Musset appelle les enfants du siècle ne savent plus en quoi croire. C'est en cela que la pièce est très moderne et fait écho à nos propres préoccupations. Lorenzaccio, bien qu'il soit un homme et un personnage historique du XVIe siècle, Lorenzaccio est l'un de ces enfants du siècle. Le pessimisme de la pièce se lit aussi peut-être dans la forme que Musset a choisi de lui donner. Il aurait pu écrire un roman, il aurait pu écrire une épopée burlesque en vers, il sait le faire. Il choisit un drame shakespearien. Et Olivia évoquait Le Marchand de Venise, un drame shakespearien mêlé de comédie shakespearienne aussi. Dans un poème publié en 1830, écrit juste après la Révolution de Juillet, Les Vœux stériles, Musset fait de la représentation théâtrale un avilissement de la pensée. Voilà ce qu'il écrit. Puisque c'est ton métier, misérable poète, puisque c'est ton métier de faire de ton âme une prostituée, et que de joie ou douleur, tout demande sans cesse à sortir de ton cœur, que du moins l'histrion couvert d'un masque infâme n'aille pas, dégradant ta pensée avec lui, sur d'ignobles tréteaux la mettre au pilori. Le théâtre, lieu de toutes les illusions, lieu aussi de toutes les fausses vérités, fascine Musset, et Lorenzaccio va dans ce sens. Les spectacles qui sont donnés dans la pièce, le bal du mariage chez les nazis, le sermon à l'église San-Miniato, l'élection finale, le couronnement final de Côme de Médicis, tout cela sont des instruments de contrôle et d'asservissement du peuple qui s'en repaient avec une curiosité malsaine ou une satisfaction béate, c'est selon, qui rend finalement le peuple passif. À Florence, en 1537, comme à Paris en 1834,
faute de croyances partagées et de valeurs communes, le théâtre n'est plus aux yeux de Musset le lieu de cohésion sociale dont rêve par exemple Victor Hugo, mais celui d'un voyeurisme. Et le public n'est plus un peuple, autrement dit une entité unie, mais son versant dégradé, c'est-à-dire une foule, un agrégat d'individus, et ce que Victor Hugo nomme dans les Contemplations et dans les Châtiments la populace. On comprend dès lors que Musset ait renoncé à écrire pour les planches, mais on peut s'étonner qu'avec un pessimisme si radical, qui confine au nihilisme, pardonnez-moi l'anachronisme, il ait persisté à écrire du théâtre. Est-il encore possible de faire adhérer les lecteurs à une intrigue et à des personnages, de les faire croire à une fiction, et à quoi bon dans un univers où tout ment, où tout est mensonge? Il me semble précisément que c'est le mensonge généralisé que Musset met en scène et qui donne sa raison d'être à Lorenzaccio et qui fait que la lire ou la représenter ou la voir représentée aujourd'hui encore fait sens pour nous et pose un problème philosophique qui résonne avec les autres œuvres au programme. Musset oppose en effet à une quête de vérité rendue impossible par une hypocrisie et une manipulation devenue systématique un autre rapport au réel, qui réside dans une altération volontaire et avouée de la vérité. Autrement dit, il choisit la déraison dans le jeu, J-E-U, quel qu'il soit. Alors, je vous rappelle, et ça sera un petit peu le cadre épistémologique de mon intervention, je vous rappelle que Roger Caillois distingue 4 grandes catégories du jeu. L'agone, le conflit, le jeu de compétition, qu'on retrouve dans le mot agonistique par exemple, l'agone, donc tous les jeux de compétition, l'aléa, les jeux de hasard, l'ilinx, les jeux qui produisent du vertige, par exemple quand on se met à tourner sur soi-même ou quand on est sur une balançoire, on a le vertige, c'est ce que Caillois appelle l'ilinx, et enfin le mimicry, M-I-C-R-Y, qui désigne le simulacre, qui inclut le théâtre. Si le jeu est central dans l'œuvre de Musset, j'ai consacré un livre à ce sujet, lui-même, Musset était joueur passionné, joueur invétéré, il jouait aux échecs, il a même laissé dans l'histoire des échecs des codes, des tours, des manières de jouer aux échecs. C'était un très grand joueur d'échecs, l'un des plus grands joueurs d'échecs de son temps. Il ne me semble guère présent a priori dans Lorenzaccio. Le jeu ne semble pas présent a priori dans Lorenzaccio, où on n'a quand même pas trop à cœur de s'amuser. Mais toutes les formes du jeu que je viens d'évoquer, les 4 catégories de Caillois, sont pourtant présentes dans les scènes les plus importantes, qui sont celles de la répétition du meurtre d'Alexandre de Médicis, c'est-à-dire la scène 1 de l'acte 3 et la scène 9 de l'acte 4. Dans la première de ces 2 scènes, Lorenzaccio, vous vous rappelez, il fait ses armes avec Scoronconcolo, son ami Scoronconcolo, qui est un spadassin, qui lui est entièrement dévoué. C'est une scène d'agone, dans laquelle les 2 hommes s'affrontent, s'escriment et mesurent leurs forces. Dans ce que Musset appelle ce rude jeu, ainsi que le désigne Scoronconcolo, l'engagement physique est tel qu'il va, pour Lorenzo, jusqu'à l'ilinx, jusqu'au vertige, au point que vous savez que dans cette scène, à la fin, il s'évanouit. Il a une telle bouffée de délire, de passion, d'enthousiasme, qu'il s'évanouit. Donc c'est bien l'ilinx que décrit Caillois. À l'acte 4, scène 9, c'est l'agone décisif, c'est-à-dire l'affrontement avec Alexandre tel qu'il l'imagine, et bien que Lorenzo s'efforce d'en maîtriser tous les paramètres, il ne peut occulter le fait que l'aléa, c'est-à-dire le hasard, y jouera sans doute un grand rôle, ce que traduisent ces formules hypothétiques, je cite, « S'il pouvait lui prendre fantaisie de se coucher, voilà où serait le vrai moyen. » Vous voyez, les modalités verbales suggère ce doute, ce hasard, cette possibilité de l'aléa. L'ilinx reparaît également dans, je cite, « J'ai des envies de danser incroyables ». Il a envie de s'étourdir. Mais les 2 scènes relèvent principalement du mimicry, c'est-à-dire du simulacre, du faire comme si, puisqu'elles offrent des répétitions et des simulacres du meurtre à venir. Les 2 séquences de jeu présentent bien des points communs
et sont pourtant profondément différentes, comme si Musset, d'une certaine manière, expérimentait à travers son personnage diverses approches possibles du jeu pour déterminer laquelle est la meilleure dans un protocole dont il fait varier les données. Tout ça pour faire émerger peut-être sa vérité, qui, vous le savez, qu'il ne trouvera que dans la mort. La différence majeure entre ces deux scènes est que dans la seconde, Lorenzo est seul face au hasard et au vertige. L'adversaire qu'il prévoit d'affronter n'a pas consenti au combat, et pour cause. Le simulacre est par conséquent celui d'un acteur qui n'a ni spectateur ni comparse pour lui donner la réplique. Le rôle de Skonro-Kokolo est donc essentiel dans la pièce. Bien qu'il soit à première vue un personnage très secondaire, il me paraît bien être, bien plus que Philippe Strozzi peut-être, celui qui peut, au moins momentanément, permettre à Lorenzo de résoudre le nœud de la pièce, c'est-à-dire la crise de croyance qui est la sienne, en l'engageant dans un autre rapport à la vérité, à la parole et à l'action, par le biais précisément du jeu, de cette scène d'entraînement au meurtre. L'entraînement avec Skonro-Kokolo est le seul moment de la pièce dans lequel un personnage joue un rôle sans chercher à en manipuler ou en tromper un autre. Certes, Lorenzo tente dans un premier temps de cacher au spadassin ses véritables intentions, mais celui-ci n'est pas dupe. Je cite, « Tu as un ennemi, maître. Ne t'ai-je pas vu frapper du pied la terre et maudire le jour de ta naissance? N'ai-je pas des oreilles? Et au milieu de tes fureurs, ne t'ai-je pas entendu résonner directement un mot bien net, la vengeance ?» Musset suggère ainsi le pouvoir révélateur du jeu. En simulant le meurtre, Lorenzo tombe le masque et devient plus vrai que dans le rôle de complice d'Alexandre qu'il joue au quotidien et qu'il ne peut plus distinguer au fond de sa nature première. Avec Skonro-Kokolo, au contraire, Lorenzo parle très directement, très franchement et avec beaucoup d'assurance. Je cite, « Tu as deviné mon mal, j'ai un ennemi. Mais pour lui, je ne me servirai pas d'une épée qui est servie pour d'autres. Celle qui le tuera n'aura ici-bas qu'un baptême, elle gardera son nom. » La révélation faite à Skonro-Kokolo est aussi une révélation pour le lecteur et pour le spectateur. Si la vérité surgit à cet instant, c'est sans doute parce que dans le jeu, Lorenzo accède à un rapport harmonieux au temps. Je m'explique. Il peut littéralement actualiser le meurtre, supposer un avenir espéré à un présent douloureux, qui prend ainsi sens tout en établissant une continuité avec le passé et peut-être en le réparant. Il y a en effet quelque chose de paradoxalement enfantin. L'idée de la vérité et de l'enfance est très importante dans Lorenzaccio. Il y a quelque chose de paradoxalement enfantin dans ce jeu mortel. Les deux hommes font comme s'ils se battaient, comme s'ils pouvaient tuer ou être tués. En somme, ils jouent à la guerre. Comme des petits garçons, comme des enfants, ils croient à leur personnage le temps du jeu, tout en sachant en sécurité, parce qu'ils se font pleinement confiance. L'enfance revêt une importance toute particulière dans l'œuvre de Musset, qui l'investit de la valeur sacrée que peuvent avoir les paradis perdus. C'est bien ainsi que cela représente Lorenzo lorsqu'il se remémore à l'acte 4, scène 9, les jours passés paisibles à Cafaggiuolo, lorsque tout l'avenir, l'horizon était encore devant lui. Je cite, « Que de journées j'ai passé, moi, assis sous les arbres. Ah, quelle tranquillité, quel horizon à Cafaggiuolo. Jeannette était jolie, la petite fille du concierge, en faisant sécher sa lessive. Comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon, la chèvre blanche revenait toujours avec ses grandes pattes menues. » On dirait « On ne badine pas avec l'amour ». Ça ressemble beaucoup à cette autre pièce écrite presque en même temps que Lorenzaccio. Cette enfance, celle d'un être déjà investi de responsabilités à venir, je cite, « Sa naissance ne l'appelait-elle pas au trône ?» rappelle sa mère à l'acte 1, scène 6. Cette enfance semble cependant avoir été une enfance sans jeu, presque trop sage, trop réfléchie, si l'on en croit le récit qu'en fait Marie dans cette même scène. Je cite, « Tant de facilité, un si doux amour de la solitude, ce ne sera jamais un guerrier que mon Renzo, disais-je en le voyant rentrer de son collège avec ses gros livres sous le bras, mais un saint amour de la vérité,
mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres et dans ses yeux noirs. Il lui fallait s'inquiéter de tout, dire sans cesse « celui-là est pauvre, celui-là est ruiné ». Comment faire? Et cette admiration pour les grands hommes de son Plutarque. Même si le jeu avec Scoronconcolo est destiné à préparer Lorenzo à égaler l'un des grands hommes de son Plutarque, c'est-à-dire Brutus, il est aussi vraisemblablement une manière de vivre des jeux violents d'une enfance qu'il n'a pas tout à fait eue, et ainsi de renouer avec ce qui est pour lui par excellence le temps de la vérité. L'enfance, le temps de la vérité. Si Lorenzo tue Alexandre, c'est vraisemblablement parce qu'il incarne, d'une part, la défaite de ses idéaux, je cite, « J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son Dieu. J'ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles », dit-il à Philippe Strozzi à l'acte 3, scène 3. Donc, il le tue parce qu'il incarne la défaite de ses idéaux, mais il le tue parce qu'il incarne la perte de ses illusions. À Philippe, qui lui demande pourquoi il persiste à vouloir tuer le duc alors qu'il ne croit plus à l'utilité de son geste, il répond, je cite, « Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles ?» L'image, elle est forte, elle est violente. La mort d'Alexandre n'a plus pour Lorenzo de signification politique. Elle n'a pas non plus cette mort de sens sur le plan personnel. Je cite, « Il a fait du mal aux autres, mais il m'a fait du bien, du moins à sa manière. Si j'étais resté tranquille au fond de mes solitudes de Cafaggiolo, il ne serait pas venu m'y chercher, et moi je suis venu le chercher à Florence », dit-il à scène 3 de l'acte 4. Effectivement, la relation avec Alexandre aime Lorenzo à sa manière, mais il n'a pas de mauvaises intentions envers lui. Paradoxalement, c'est parce que son projet n'a plus de sens que Lorenzo tient à tout prix à le mener à son terme. Il est, ce projet, le dernier vestige d'un temps où le monde n'était pas un chaos. Il y a donc chez Lorenzo un sentiment d'égarement qui est à la fois le moteur de son action et son principal obstacle, et dans lequel Musset transpose le désarroi idéologique et spirituel des jeunes gens de sa génération. Ce déchirement intérieur fait l'objet d'un discours organisé et lucide dès l'acte 3, scène 3, lorsque Lorenzo se démasque devant Philippe, mais il se manifeste de manière sans doute plus flagrante encore lorsque le jeune homme renonce à la raison. Il est alors en pleine cohérence avec lui-même. La perte de sens qu'il éprouve rend inutile le recours à la raison. Il est donc paradoxalement logique et cohérent qu'il se laisse aller à la déraison et à une apparente incohérence, il fait le fou dans la pièce à plusieurs reprises, il fait le fou, apparente incohérence qui permet au lecteur-spectateur d'accéder aux zones d'ombre de son esprit et de prendre la mesure de sa souffrance moins palpable lorsqu'il est maître de sa parole. Et ça, c'est ce qui rapproche ici, autour de la question de la vérité et du faire croire, Lorenzaccio du personnage de Fantasio. Et je vous invite à lire Fantasio, qui éclaire la question, à mon avis, de manière tout à fait pertinente. C'est pourquoi les 2 scènes que j'ai évoquées, l'acte 3, scène 1 et l'acte 4, scène 9, font entendre le discours de la déraison. Musset orchestre en effet toutes les apparences d'une parole incontrôlée, par laquelle le personnage semble dépassé. Lorsqu'il fait des armes avec Scoronconcolo, il recourt à de nombreuses images inconvenantes par leur violence extrême. Je cite, « Ouvre-lui les entrailles, coupons-le par morceaux et mangeons, j'en ai jusqu'au coude, fouille dans la gorge, roule, mordons et mangeons ». Et des images énigmatiques qui, si elles pouvaient être élucidées par le lecteur cultivé de 1834, ne sont pas adaptées à leur destinataire premier, autrement dit Scoronconcolo, qui est un spadassin, un homme d'action que l'on imagine volontiers rustre et peu éduqué. Le fait d'ailleurs qu'il tutoie Lorenzo tout en le nommant maître suggère sa simplicité. C'est très shakespearien comme modalité d'adresse. Il est donc preuve vraisemblable que Scoronconcolo saisisse les allusions à Ugolin Ghedardesca, rongeant le crâne de l'archevêque Ruggieri dans l'enfer de Dante. De même, le soleil est apostrophé comme une divinité païenne à laquelle le duc serait offert en sacrifice, sans que l'on puisse clairement déterminer à quel imaginaire
Musset puise cette image, je cite, « Ô soleil, soleil, il y a assez longtemps que tu es sec comme le plomb, tu te meurs de soif, soleil, son sang t'enivrera. » La syntaxe renforce ici cet effet de confusion. Les répliques de Lorenzo sont saturées de répétitions, recours abondamment à la modalité exclamative qui signale ici le caractère paroxystique de l'exaltation du personnage, et elle donne à entendre des propositions de plus en plus brèves, sèches comme le soleil, ce qui indique concrètement que le personnage, engagé dans un effort physique intense, est à bout de souffle et suggère symboliquement que, comme l'astre qui l'interpelle, il est assoiffé de sang. Cette syntaxe heurtée culmine dans la série des exclamations finales « Lâche, lâche, ruffian, le petit maigre, les pères, les filles, les adieux sans fin, les rives de l'Arno pleines d'adieux. » Vous voyez, la syntaxe est complètement haletante. Le trouble de Lorenzo se lit également dans le dispositif énonciatif particulier qui caractérise ses répliques au début de cette scène. Il s'adresse à l'impératif, à un destinataire difficile à identifier et vraisemblablement à plusieurs destinataires. Le partenaire de combat devient donc un support sur lequel le personnage peut projeter des discours multiples qu'il doit contenir hors de l'espace violent, mais protégé du jeu. Alors, tous ces éléments de violence dans le langage, dans le comportement, renvoient à Musset lui-même, qui, vous le savez, écrivait à 17 ans à son cousin « J'ai besoin d'un excès quelconque pour trouver le sens à mon existence ». Il le prouvera dans sa vie personnelle. À l'acte 4, scène 9, le monologue de Lorenzo est en apparence beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus cohérent. L'emploi de modalités exclamatives et les répétitions y sont moins systématiques et les images plus transparentes. On retrouve néanmoins dans ce temps d'attente juste avant le meurtre les brusques sauts d'un sujet à un autre, même s'ils se font à l'échelle du paragraphe et non de la phrase. Et surtout, on retrouve un certain nombre de perturbations dans l'énonciation, comme si la vérité ne pouvait être perçue que dans un dérèglement de tous les sens syntaxiques. Non seulement Lorenzo parle à des absents, mais il assume les discours de ses interlocuteurs, imaginant un dialogue qu'il pourrait avoir avec Alexandre, parfois avec des verbes introducteurs de paroles qui désignent explicitement l'émetteur du discours. Je cite, « Cela serait plaisant qu'il lui vînt l'idée de me dire « Ta chambre est-elle retirée ? Entendra-t-on quelque chose du voisinage ?» mais le plus souvent de manière abrupte, ce qui le conduit à jouer tour à tour son propre rôle et celui de sa future victime dans les dialogues qu'il imagine. Je cite, « Si vous y tenez cependant, mais non, pourquoi ? Emporte-le, emporte le flambeau si tu veux. La première fois qu'une femme se donne, cela est tout simple. Entre donc, chauffez-vous donc un peu. Oh mon Dieu, oui, pure caprice de jeune fille. » Vous voyez, il y a un dialogue à l'intérieur du monologue. Il se crée aussi, Lorenzo, un décor dans lequel il ne se trouve pas, celui de la chambre dans laquelle aura lieu le meurtre, en usant de déictiques qui, dans le contexte, n'ont aucun référent. Je cite, « Je passerai le second pour entrer. Il posera son épée là. Il posera son épée là. Oui, là, sur le canapé. » Il se joue ainsi à lui-même un spectacle, non pas dans un fauteuil, mais sur une place déserte. Il se fait croire à lui-même un décor. Mais parce qu'il joue seul, cette nouvelle répétition du meurtre, il est en bien plus grand danger que lors des entraînements avec Skonrokonkolo. Ce dernier verbalisait en effet la dérive de son maître. Je cite, « Es-tu en délire ? As-tu la fièvre ?» et pouvait ainsi la canaliser, la maintenir dans le cadre des règles strictes du jeu. À la veille du meurtre, au contraire, dans la solitude presque initiatique, qui est celle d'une mise à mort conçue comme une cérémonie, Lorenzo ne trouve plus d'interlocuteur qu'en lui-même, dans son élan imaginaire, et cet élan imaginaire conserve son pouvoir révélateur. Lorenzo entre en contradiction avec lui-même. Je cite, « Il faut que j'aille dans quelque cabaret, je ne m'aperçois pas que je prends froid et je viderai un flacon. Non, je ne veux pas boire. Où diable vais-je donc ? Les cabarets sont fermés. » En l'absence de partenaire de jeu, il court donc le risque de prendre la vérité pour un mensonge et sa déraison pour la raison. Le contraste entre les deux scènes est également perceptible dans l'évocation, et ça c'est très très important pour comprendre cette question chez Musset. L'évocation de la passion du Christ, présente à l'acte 3 et à l'acte 4, mais qui évolue considérablement de l'un à l'autre et suggère l'aggravation de la crise que traverse Lorenzo, laquelle s'avère être bel et bien une crise de croyance. Lors de leur entraînement,
Scoronconcolo, pour donner à Lorenzo la mesure de sa loyauté, lui lance la formule suivante. Pour toi, je remettrai le Christ en croix. Le propos est extrêmement blasphématoire, puisqu'il suppose de faire subir une seconde fois au Christ les tortures qui lui ont été infligées. Mais il correspond à la marginalité du personnage, et surtout il témoigne d'une certaine rémanence de la croyance religieuse, d'une part parce qu'il est mis au service d'un serment de fidélité, et que la fidélité et la foi sont étymologiquement liées, et d'autre part parce que la violence du blasphème et la force du serment n'ont de sens que si celui qui les profère leur accorde une portée choquante et donc reconnaît le caractère sacré de la personne qui l'insulte. À l'acte 4, scène 9, le Christ est malmené par ceux-là même qui le vénèrent, les ouvriers qui sculptent un crucifix supposé être un objet d'adoration. Mais Lorenzo voit en eux de nouveaux bourreaux, je cite. Il paraît que ces hommes sont courageux avec les pierres, comme ils coupent, comme ils enfoncent, ils font un crucifix, avec quel courage ils clouent. L'image du Christ, quant à elle, n'est à ses yeux qu'un objet inerte et dépourvu de sens. Pour retrouver pouvoir et signification, il faudrait qu'il devienne violent à son tour, et donc qu'il contredise entièrement le message évangélique. Je voudrais voir que leur cadavre de marbre les prit tout un coup à la gorge, dit Lorenzo. Lorenzo adopte donc la posture d'un défenseur du Christ, mais de manière tout à fait hétérodoxe, tandis que Scoronconcolo, en l'attaquant, révélait une forme paradoxale de foi. Dans la solitude de Lorenzo, les croyances ont achevé de s'effondrer. Comment faire croire quelque chose à quelqu'un quand soi-même on ne croit même plus en des valeurs spirituelles ou sacrées? Et finalement, c'est un nihilisme profond que traduit désormais son imagination, à la fois délirante et véridique. 3 mots de conclusion. Le trajet de Lorenzo confirme donc ce que je disais au départ, la formule de Valentin Van Buck dans « Il ne faut jurer de rien ». Il n'y a de vrai au monde que de déraisonnés, mais dans une déraison à deux, d'où puisse émerger un échange et un sens, si fragile soit-il, et non dans un soliloque où se creuse l'absence de sens. Cette déraison à deux, c'est celle qui advient dans le cadre de la fiction, entre l'acteur et le spectateur, entre l'auteur et le lecteur, qui consentent à croire ensemble à ce qu'ils savent pourtant n'être pas vrai. Et toute l'œuvre de Musset est parsemée de cette adresse au lecteur. Il s'adresse constamment à son lecteur. C'est aussi ce qui se passe dans Lorenzaccio et plus généralement dans le théâtre de Musset, dans un spectacle dans un fauteuil, où le lecteur est invité à créer ses propres images mentales, comme dans une fièvre lucide, en une co-création avec l'auteur. Et dans ce cas-là, la fiction, qui a pour but de nous faire croire quelque chose, elle nous permet d'accéder à une vérité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain Léda. Nous allons poursuivre la déraison à deux, voire à plusieurs, avec Monsieur David Colomb, si on arrive à le retrouver sur l'écran. David Colomb qui est à distance, parce que malheureusement, il ne pouvait pas être à Paris avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, nous allons donc écouter votre intervention, s'il vous plaît. D'abord, si vous êtes prêt, évidemment. Je suis prêt. Je voulais vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. J'ai été trahi par mes moyens de transport ferroviaire et très heureux de pouvoir intervenir sur un sujet très important, non seulement d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue politique et important pour quiconque se préoccupe du devenir de nos démocraties à l'ère post-vérité, c'est-à-dire l'ère d'un relativisme absolu, encouragé par un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt économique ou politique à fragiliser le régime de vérité sur lequel sont bâties nos sociétés démocratiques. Et en l'occurrence, dans mes travaux, je suis historien, je me suis penché essentiellement sur l'action des propagandistes. Quand on pense propagande, on pense d'abord à la propagation des idées et par conséquent au fait pour le propagandiste de s'employer à convaincre, d'amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose par une argumentation logique, éventuellement par le recours au sentiment. Mais en réalité,
les propagandistes s'appuient moins sur le faire croire que sur le faire agir ou faire réagir. C'est-à-dire qu'il s'agit de fait moins de recourir à l'art de convaincre qu'à l'art de persuader en ciblant tantôt les attitudes politiques, religieuses, philosophiques, tantôt plus spécifiquement les comportements. Et en l'occurrence, il est bien plus facile d'agir sur les comportements que de faire changer les attitudes, et beaucoup plus facile encore d'agir sur les comportements sur les comportements que de modifier les croyances. L'art de la propagande consiste à exploiter les croyances préexistantes, soit pour les renforcer et les instrumentaliser, soit pour les fragiliser en agissant sur le régime de vérité sur lequel je reviendrai dans un instant. Ce à quoi nous faisons face depuis une trentaine d'années, c'est ce que dans mon dernier livre, j'ai appelé, à la suite de beaucoup d'autres, la guerre de l'information, c'est-à-dire le recours à l'information comme à une arme par les États, à des fins d'influence, à des fins de puissance. À la confrontation directe de la guerre froide s'est substituée une confrontation indirecte, mais à la confrontation indirecte plutôt de la guerre froide s'est substituée une confrontation directe, mais une confrontation directe entre puissances en deçà du seuil de la conflictualité ouverte. Et l'information est, à l'ère numérique, le principal levier de cette influence à travers ce que Joseph Nye a appelé le premier en 1990 la puissance douce, le soft power, c'est-à-dire ces valeurs que l'on s'emploie à diffuser pour rendre plus attractif encore son État, son modèle politique, économique aux yeux du monde, et plus récemment à travers le sharp power des régimes autoritaires, cette puissance tranchante qui repose en l'occurrence davantage sur la manipulation de nos environnements politiques, sociaux, informationnels, par des acteurs autoritaires, autocratiques, qui cherchent à influencer nos sociétés occidentales, mais plus encore à en saper les fondements. Pourquoi ces régimes autoritaires, la Chine, la Russie, l'Iran et leurs alliés, Corée du Nord, Syrie de Bachar el-Assad et quelques autres, s'emploient-ils ainsi à saper nos sociétés occidentales et démocratiques et libérales parce qu'ils perçoivent la libre circulation de l'information de qualité comme une menace existentielle pour leur régime. Cette idée a été confortée par la conviction que nous partagions très largement dans les années 1990, à savoir que les autoroutes de l'information numérique, la diffusion massive d'informations de qualité, conduirait nécessairement le vrai à triompher du faux, les démocraties à triompher des régimes autoritaires. Et la menace pour les régimes autoritaires s'est accrue à mesure que les moyens technologiques permettaient aux démocraties de faire valoir leurs modèles, leurs idées et leurs régimes de vérité scientifique par-delà leurs frontières, en recourant notamment aux médias sociaux et à l'Internet. Dès lors, il s'est agi pour ces régimes de protéger leur environnement informationnel des ingérences des pays démocratiques, en fermant par exemple l'accès aux médias par satellite occidentaux le plus souvent, en restreignant l'accès à Internet, en étendant toujours le régime de surveillance de leurs citoyens et en s'employant depuis plus récemment à étendre ce régime de surveillance et de contrôle par-delà les frontières
auprès de leur diaspora d'une part, et auprès également des opinions publiques des régimes démocratiques. Ce que la Chine communiste appelle depuis 2003 la guerre médiatique ou guerre informationnelle repose en réalité moins sur la volonté de gagner les cœurs et les esprits et de convaincre que d'étouffer les opinions contraires, les opinions dissidentes, les opinions qui, si elles venaient à se diffuser en Chine, pourraient causer des troubles sociaux. Ce sharp power est, du point de vue des régimes qui en usent, le moyen de leur survie. Je parle des régimes politiques et non des nations. Et pour le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, je voudrais souligner le fait qu'il y a, de la part d'un acteur autoritaire en particulier, la Russie, une stratégie déployée sur plus d'un siècle. Cela fait plus d'un siècle que la Russie, à l'époque c'était la Russie tsariste, s'employait à diffuser des récits des informateurs, notamment des complots à caractère antisémite, à des fins de légitimation interne de son action répressive et violente, et à des fins de perturbation de la perception au-delà de leurs frontières de ce qui se passait dans la Russie tsariste. Cela fait un siècle maintenant qu'a été créé dans la Russie soviétique le bureau de la désinformatia, le bureau de la désinformation, dont les principes, les démarches, la doctrine imprègne aujourd'hui son lointain héritier qui s'appelle le SVR. Et entre le bureau de la désinformatia et le SVR, il y a eu la GPU, il y a eu le NKVD, il y a eu le KGB. Autrement dit, une très très longue tradition d'ingérence dans les espaces informationnels occidentaux à des fins de perturbation de ces espaces en sapant progressivement les fondements de la démocratie. Un jour, en 1986, l'un des plus grands maîtres de la désinformation du bloc soviétique, l'allemand Rolf Wagenbreit, a eu l'opportunité d'exprimer quelle avait été sa mission depuis qu'il avait été nommé à son poste 20 ans auparavant. Et il a employé un terme extrêmement intéressant pour décrire sa mission, ce que l'on appellerait aujourd'hui sa raison d'être. Il a employé le terme Zersetzungsarbeit, travail de décomposition. Il s'agit de décomposer sur la longue durée les sociétés adverses en sapant leurs fondements. Le premier fondement d'une société démocratique, c'est la cohésion de la dite société. Et si vous encouragez toutes les divisions en son sein, si vous les exacerbez, si vous les aggravez, vous pouvez progressivement fragiliser le ciment de la société, encourager son éclatement en de multiples archipels dans lesquels les individus se retrouvent désormais inscrits. Saper et dissoudre une société, c'est s'en prendre aussi à l'élément fondamental de la confiance envers les institutions. Et parmi les institutions les plus importantes, il y a bien évidemment les élus politiques, il y a le système électoral, il y a aussi le rôle des médias, j'y reviendrai dans un instant. Mais le fondement ultime que ces régimes autocratiques, à commencer par la Russie, s'emploient sur la plus longue durée à saper, c'est ce que Michel Foucault a appelé en 1976 le régime de vérité. Je lis Foucault dans l'article La fonction politique de l'intellectuel dans Politique Hebdo, 1976. Chaque société, écrit Foucault, a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité, c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrais, les mécanismes et les instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les autres, les techniques et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité, le statut de ceux qui ont la charge
de dire ce qui fonctionne comme vrai. L'historien Marc Bloch, en 1940, dans l'étrange défaite, avait perçu ce qu'avait d'important ce régime de vérité pour nos régimes démocratiques. Il écrit la chose suivante: Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. Or, ce peuple auquel on remettait ainsi ses propres destinées et qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites, qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible? Fin de citation. Si vous sapez le régime de vérité scientifique, d'énonciation des faits, si vous privez par là même les citoyens ou une partie des citoyens de cette capacité de distinguer le vrai du faux, vous les privez de toute capacité de prendre une décision rationnelle, soit dans le champ personnel, soit dans le champ politique. Et c'est sur la longue durée ce que cherchent les désinformateurs de masse, que sont des services de renseignement russes, qu'il s'agisse des renseignements militaires ou du FSB ou du SVR. Il s'agit en effet d'encourager le chaos informationnel, d'encourager la diffusion massive de récits désinformateurs sans jamais chercher de cohérence entre ces différents récits. Parce qu'il s'agit moins de convaincre, il s'agit moins de faire croire que de priver les citoyens des régimes démocratiques d'avoir la certitude de pouvoir croire en quelque chose. À la question aujourd'hui, croyez-vous que la Terre est ronde ou plate? Les citoyens américains répondent, pour l'équivalent de 7 millions d'entre eux, elle est plate, bien évidemment. 23 millions d'Américains répondent, je ne sais pas si la Terre est ronde ou plate. Et enfin, 23 autres millions répondent à ce sondage, je crois qu'elle est ceci ou cela, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que 53 millions d'Américains n'ont pas la certitude que la Terre est ce qu'elle est. Et c'est en l'occurrence le produit d'un travail de sape sur la longue durée qui repose sur l'exploitation de toutes les failles de nos sociétés démocratiques à des fins de diffusion d'un chaos informationnel et d'une confusion permanente. Il s'agit d'une fabrique du doute, il s'agit d'une fabrique de l'ignorance. L'historien des sciences Robert Proctor a inventé le terme d'agnotologie pour désigner cette ignorance produite délibérément par certains organismes, enfin, l'étude de cette ignorance produite par certains organismes dans l'objectif d'assouvir des intérêts privés. Parfois, cette agnotologie produite par des industriels. À l'époque, c'était les industriels du tabac. Aujourd'hui, ce sont les industriels qui produisent des gaz à effet de serre, rencontrent les intérêts des États. Et la Russie est de loin l'un des États qui propage le plus volontiers cette agnotologie à l'échelle globale, s'agissant de phénomènes physiques tels que le réchauffement global et son origine anthropique, ou la question de la platitude ou de la rotondité de la Terre. Ce qui aujourd'hui est particulièrement difficile pour nos démocraties, c'est le fait que les régimes autoritaires se sont appropriés nos propres outils d'information, nos propres médias sociaux, pour en faire des armes au service de la diffusion du doute.
permanent. Euh, il s'agit de faire renoncer à croire en masse à des choses aussi évidentes que la forme de notre planète ou la question du réchauffement climatique. Et pour ce faire, les stratèges russes ont eu recours à la fabrique massive de récits des informateurs, à des systèmes publicitaires offerts par nos plateformes numériques qui permettent d'acheminer ces récits aux personnes les plus susceptibles d'y adhérer, pour enfin encourager le passage à l'action d'individus parfois totalement déconnectés de la réalité. Dans mon livre, je consacre de long développement à la question du mouvement QAnon, un mouvement qui a son origine dans l'entourage immédiat de Donald Trump et qui a été instrumentalisé à l'échelle globale par la Russie et d'autres acteurs malveillants afin de fragiliser de l'intérieur les sociétés démocratiques, dès lors que ces croyances conspirationnistes se diffusent comme des virus de proche en proche, mais des virus capables de se transmettre par l'intermédiaire des réseaux socio-numériques, de sorte que vous pouvez contaminer quelqu'un à l'autre bout de la planète. Des virus qui peuvent produire des effets dans le monde réel, car pour revenir à ce que je disais au tout début, il s'agit bien de euh, produire une forme d'action ou, dans certains autres cas, d'inaction. Il s'agit moins de chercher à convaincre que de chercher à agir ou renoncer à agir face à des menaces réelles. Le Sharp Power, cette puissance tranchante aujourd'hui, a trouvé une nouvelle force à travers l'implication massive du Parti communiste chinois dans la diffusion à l'échelle globale de récits de désinformation et de récits conspirationnistes. Depuis qu'en 2020, la Chine a été publiquement mise en cause dans l'opinion publique internationale pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et que sa réaction a été de diffuser par l'intermédiaire de ces médias d'État, aussi bien que les plateformes numériques qui sont placées sous son autorité de fait, comme TikTok, des récits conspirationnistes, avec une difficulté majeure, qui est que si l'on a, comme c'est mon cas, une démarche poppérienne, du nom de l'historien des sciences, Karl Popper, et que l'on progresse ou cherche à progresser vers la vérité en éliminant ce qui est faux. Euh, on se trouve confronté à une grande difficulté lorsque les propositions des informatrices reposent sur des postulats dont la fausseté est difficilement démontrable. Lorsque le Kremlin affirme que il y a en Ukraine des laboratoires biologiques secrets, il va de soi qu'il n'en est rien, mais il est difficile d'apporter la preuve que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. De la même façon, très récemment, le Kremlin a diffusé en France, organisé en France une opération de peinture sur les murs de Paris d'étoiles jaunes taguées par deux couples de Moldaves, et pour ensuite affirmer sans preuve que cette opération avait été commanditée non pas par la Russie, mais par une mystérieuse organisation appelée les Boucliers de David, qui aurait agi en soutien de l'État d'Israël. Euh, Rien n'atteste l'existence de cette organisation, de sorte que rationnellement, vous pouvez postuler qu'elle n'existe pas, mais la preuve finale de son inexistence est difficile à affirmer. De sorte que, pour conclure, il est important pour nous, à l'ère post-vérité, de défendre le régime de vérité sur lequel nos sociétés se sont bâties depuis les progrès des sciences et des technologies, depuis le progrès des Lumières, depuis qu'un régime de vérité scientifique s'est patiemment et savamment bâti, depuis que l'on s'est employé à distinguer le vrai du faux, non pas seulement de manière externe, mais
en allant au cœur des choses pour identifier les récits conformes à la réalité et de ceux qui ne le sont pas. Il nous faut aussi nous doter des outils nous permettant de faire face à la confusion exponentielle de contenus générés par l'intelligence artificielle et de nature à fragiliser toujours plus ce socle sur lequel reposent fondamentalement nos démocraties. Autrement dit, pour faire face à la guerre de l'information, il nous faut collectivement nous mobiliser pour défendre non pas la vérité comme le ferait un ministère de la vérité, mais pour défendre le régime de vérité, c'est-à-dire ce régime scientifique d'énonciation de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Non pas pour convaincre ou faire croire, mais pour permettre à nos concitoyens à l'avenir de continuer de pouvoir distinguer le vrai du faux, de sorte de prendre des décisions rationnelles. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Collomb. Après la description un peu de ce brouillard informationnel généralisé, on va peut-être retrouver des cadres propices à retrouver des repères avec Hannah Arendt par Aurore Mregen. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je vais aborder la question des mensonges modernes, justement, et l'importance de la vérité des faits en politique chez Arendt. Alors, faire croire quelque chose à quelqu'un suppose presque toujours un vouloir faire croire, c'est-à-dire une intention qui a pour objectif de tromper en persuadant la personne d'un mensonge en lieu et place de la réalité. Hannah Arendt s'intéresse à cette question dans le domaine politique en y interrogeant les implications du mensonge. Elle rappelle que les termes de vérité et politique peuvent apparaître antagonistes au point qu'il semble couramment accepter que les dirigeants politiques aient recours au mensonge pour servir leurs buts et intérêts particuliers. Alors, les faits et les événements sont fragiles et contingents, c'est-à-dire qu'ils auraient toujours pu se passer autrement, et c'est précisément cette fragilité qui explique la tentation de les transformer ou de les nier, de faire croire autre chose. Et pourtant, Arendt insiste sur la nécessité de reconnaître la vérité des faits pour garantir justement une réalité partagée et un socle commun indispensable à notre existence plurielle. Et de ce point de vue, l'abondance des fake news, justement, la fabrication d'images par l'intelligence artificielle, révèle sous un nouveau jour aussi l'acuité des analyses d'Arendt. Alors, elle examine la nouveauté des mensonges modernes qui peuvent conduire à substituer une image à la réalité au prix d'une négation de cette réalité et d'une fragilisation de notre rapport au monde et aux autres. Et alors, elle aborde cette question dans deux textes, Vérité et politique, qui a été publié pour la première fois en 1967 dans The New Yorker, repris en France dans la crise de la culture, et du mensonge en politique, paru en 1971 pour la première fois dans la New York Review of Books, et qui est publié en France dans Du mensonge à la violence. Alors, dans le premier, qui est issu de la polémique consécutive à son livre sur Eichmann, paru en 1963, elle s'intéresse à la manipulation de masse et à la fabrication d'une image se substituant à la réalité. Et dans le second, qui est issu de la découverte des Pentagon Papers, elle pose la question de savoir comment il a été possible de s'engager dans la politique désastreuse menée au Vietnam et de la poursuivre jusqu'à son terme le plus absurde. Et là, elle examine le rôle de ce qu'elle appelle les professionnels de la résolution des problèmes, dont l'objectif est justement la fabrication d'une image, en l'occurrence celle de la plus grande puissance mondiale, dans une ignorance totale de l'arrière-plan historique. Alors, je vais reprendre ces trois points pour appréhender cette question du vouloir faire croire dans la pensée d'Arendt. Donc, d'abord, l'importance de la reconnaissance de la vérité des faits, puis les dangers qui sont sous-jacents aux mensonges modernes. Alors,
Dans Vérité et politique, donc je commence avec l'importance de cette reconnaissance de la vérité de fait dans le domaine politique. Dans Vérité et politique, Arendt reprend la distinction de Leibniz entre les vérités de raison, telles que 2 + 2 font 4, et les vérités de fait, comme le rôle de Trotsky, par exemple, dans la Révolution russe, qui n'apparaît dans aucun des livres d'histoire de la Russie soviétique. Alors les faits et les événements sont plus fragiles que les théories produites par l'esprit humain, parce que, justement, ils adviennent dans le champ perpétuellement changeant des affaires humaines. Et le contraire d'une affirmation rationnellement vraie est l'erreur ou l'ignorance dans les sciences, alors que le contraire d'un énoncé de fait est le mensonge. Le mensonge concerne donc une réalité contingente, c'est-à-dire une matière qui n'est porteuse d'aucune vérité intrinsèque et qui pourrait être autre qu'elle n'est. C'est-à-dire que les faits auraient toujours pu se passer autrement. Et c'est précisément en raison de cette fragilité qu'il peut être si facile de tromper. Alors bien sûr, aucun fait n'est indépendant de son interprétation. Et des générations d'historiens et de philosophes de l'histoire ont démontré l'impossibilité de constater des faits sans les interpréter. Les faits doivent d'abord être extraits d'un chaos d'événements, puis être arrangés en une histoire qui ne peut être racontée que dans une certaine perspective. Mais ces difficultés réelles, qui sont inhérentes aux sciences historiques, ne constituent pas une preuve contre l'existence de la matière factuelle elle-même et ne peuvent en aucun cas justifier d'effacer les lignes de démarcation entre le fait, l'opinion et l'interprétation. Je cite Arendt, « Nous refusons d'admettre qu'une génération a le droit de remanier les faits pour les mettre en harmonie avec sa perspective propre. Nous n'admettons pas le droit de porter atteinte à la matière factuelle elle-même. » Et pour illustrer ce refus, Arendt évoque une discussion de Clémenceau avec un représentant de la République de Weimar dans les années 20 au sujet des responsabilités dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et on demande à Clémenceau, à votre avis, qu'est-ce que les historiens futurs penseront de ce problème embarrassant et controversé? Et il répond, ça, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'ils ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. Donc c'est ce genre de données élémentaires brutes qui sont inattaquables. Alors, elles font pourtant l'objet de tentatives d'attaque, justement en raison de leur fragilité. Et la nouveauté aujourd'hui, c'est que l'opinion, c'est-à-dire entendue au sens d'une affirmation non réfléchie et changeante, est parfois présentée comme une alternative à la vérité de fait. Comme si, je prends un exemple que donne Arendt, comme si des faits tels que le soutien de Hitler par l'Allemagne ou l'effondrement de la France devant les armées allemandes en 1940 n'étaient pas de l'ordre de l'histoire, mais de l'ordre de l'opinion. Alors, ce qui invite à interroger la signification de la notion d'opinion. C'est-à-dire que je vous rappelle que Platon oppose le mode de vie du philosophe, qui voit la vérité sur les choses éternelles par nature, au mode de vie du citoyen, qui a des opinions toujours changeantes sur les affaires humaines. D'où l'idée que le contraire de la vérité est la simple opinion, présentée comme l'équivalent de l'illusion. Alors Arendt revalorise la doxa, la notion d'opinion, en rappelant qu'elle est l'une des bases indispensables de tout pouvoir. Et elle cite à ce propos James Madison, qui était donc l'un des pères fondateurs des États-Unis et considéré comme l'un des principaux auteurs de la Constitution américaine. Tous les gouvernements reposent sur l'opinion. Et un souverain n'accède au pouvoir qu'avec l'appui de celles et ceux qui sont du même avis. Alors, qu'est-ce que l'opinion pour Arendt? Ce qu'elle appelle opinion, c'est l'expression d'un point de vue singulier sur le monde, énoncé à partir d'une position et d'une expérience propre. Le terme de doxa, qui provient du verbe grec dokein, qui signifie dire aux autres ce qui m'apparaît à propos d'une chose, dokeimoi. Donc voilà, Arendt revalorise la doxa comme tissu du domaine politique, mais dans le même temps, elle montre que toutes les opinions ne se valent pas. La validité d'une opinion provient de la façon dont elle a été élaborée. C'est-à-dire, je forme une opinion en considérant une question donnée à différents points de vue, c'est-à-dire en me rendant présente à l'esprit les positions de celles et ceux qui sont absents. Et plus il y a de perspectives différentes, plus nous serons capables d'affiner notre position singulière en tenant compte de celle des autres, voire de modifier notre point de vue de départ.
Et c'est cette aptitude à une mentalité élargie qui a été découverte par Kant dans la première partie de sa critique du jugement, qui rend les êtres humains capables de juger. Et la seule condition à l'emploi de l'imagination étant d'être désintéressé, c'est-à-dire libéré de ses intérêts privés. Donc, en ce sens, la qualité d'une opinion et d'un jugement dépend de son degré d'impartialité. Alors, outre cette importance de ce qui est une expérience de pensée dans le processus d'élaboration de l'opinion, un avis ne peut être valable que s'il s'appuie sur une information exacte. Et c'est pourquoi Arendt affirme que les faits sont la matière des opinions et que les opinions, qui peuvent être inspirées par différents intérêts et passions, ne sont légitimes que si elles respectent la vérité de fait. Je la cite, « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Donc la vérité de fait exige d'être connue et refuse la discussion. Contrairement à l'opinion, toutes les vérités, donc que ce soit des vérités de fait ou des vérités de raison, portent en elles un élément de coercition. Et des affirmations telles que la Terre tourne autour du Soleil ou en août 1914, l'Allemagne a envahi la Belgique sont très différentes par la manière dont elles ont été établies, mais elles ont en commun d'être au-delà de la discussion et de l'opinion. C'est-à-dire qu'on peut discuter une opinion, mais rien ne peut changer des faits, sauf des mensonges. Alors, l'importance de cette reconnaissance de la vérité de fait étant rappelée, je vais maintenant examiner les deux types de mensonges modernes mis en évidence par Arendt. Alors, la première forme moderne de mensonge, c'est la manipulation de masse et la fabrication d'une image se substituant à la réalité. Alors, la manipulation de masse des faits et des opinions est devenue courante dans la réécriture de l'histoire, la fabrication d'images et la politique des gouvernements. Dans un contexte marqué par l'omniprésence de la publicité, la politique semble faite pour une part, dit Arendt, de la fabrication d'une certaine image, image making, et pour l'autre part de faire croire en la réalité de cette image. Je la cite dans le texte en anglais, « The art of making people believe in the imagery ». Donc en plus, il y a tout un art et une technique pour faire croire. Alors que le mensonge politique traditionnel porte sur des secrets authentiques, les mensonges politiques modernes traitent de choses qui sont connues de pratiquement tout le monde. Grâce à l'image, ils parviennent à proposer un substitut complet de la réalité. Par exemple, Arendt donne cet exemple, des hommes d'État comme De Gaulle et Adenauer qui ont pu édifier leur politique sur des non-faits tels que la France fait partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et est donc une des grandes puissances, ou encore la barbarie du national-socialisme a affecté seulement un pourcentage relativement faible de la population allemande. Donc ce type de tous les mensonges, en fait, recèlent un élément de violence au sens où le mensonge organisé tend à détruire ce qu'il a décidé de nier. Alors Arendt note deux autres différences qui révèlent un moindre préjudice infligé à la vérité par le mensonge traditionnel. D'une part, le mensonge traditionnel s'adresse à l'ennemi et ne veut tromper que lui. Et d'autre part, ces auteurs appartiennent en général au cercle des hommes d'État et des diplomates qui connaissent encore la vérité et donc sont encore en mesure de la préserver. Ils peuvent tromper les autres sans se tromper eux-mêmes. Et ces deux circonstances du vieillard de mentir sont absentes de la manipulation moderne des faits. La tromperie de soi-même est devenue un outil indispensable dans la fabrication d'images. Et là, Arendt cite une anecdote médiévale pour illustrer la difficulté qu'il peut y avoir à mentir aux autres sans se mentir à soi-même. Donc, dans une ville, une sentinelle est postée sur la tour de guet, c'est l'anecdote qu'elle cite, pour avertir les gens de l'approche de l'ennemi. Et une nuit, elle sonne l'alarme pour faire un peu peur aux gens de la ville. Tout le monde se rue au mur et la sentinelle s'y précipite la dernière. En fait, ce que suggère cette histoire, c'est que notre appréhension de la réalité dépend de notre partage du monde avec les autres. De sorte que le menteur qui est embarqué avec ses victimes et pris à son propre mensonge paraît plus digne de confiance que celui qui conserve son sang-froid et apprécie sa farce de l'extérieur. Autrement dit, la duperie de soi crée un semblant de crédibilité. Alors,
Arendt écrit que le mensonge complet et définitif est le danger qui naît de la manipulation moderne des faits. Celles et ceux qui sont à l'origine de l'image mensongère savent encore qu'ils veulent tromper un ennemi à l'échelon national ou social, mais le résultat est que tout un groupe de gens s'oriente d'après un tissu de tromperie. Et le résultat d'une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait est que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel se trouve détruit. Les faits se produisent toujours dans un contexte et un mensonge particulier est une falsification qui ne change pas tout le contexte. Tant que la texture est intacte, le mensonge, d'une certaine façon, se montre spontanément. Donc, on peut repérer un mensonge en observant des incongruités, des trous, des endroits rafistolés dans les faits, alors que, au contraire, les images mensongères qui prétendent se substituer intégralement à la réalité peuvent toujours être expliquées et rendues plausibles. Et c'est la raison pour laquelle le mensonge cohérent dérobe le sol sous nos pieds sans fournir d'autres sols sur lesquels se tenir. Alors j'en arrive à la deuxième forme de mensonge qui concerne les professionnels de la résolution des problèmes et le raisonnement logique au mépris de l'expérience sensible. Arendt met en évidence ce deuxième type de mensonge moderne à partir de la lecture des Pentagon Papers qui ont été publiés par le New York Times en juin 1971 et qui constituent un rapport secret très documenté sur le rôle des États-Unis en Indochine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à mai 1968. Arendt examine la disparité totale entre les faits établis avec exactitude par les services de renseignement et les théories qui ont servi de base aux décisions. Les cercles où se prennent les décisions savent qu'il s'agit d'une guerre civile au Vietnam du Sud, contrairement aux allégations selon lesquelles les insurgés du Vietnam du Sud seraient soutenus et dirigés de l'extérieur par une conspiration communiste. Et pourtant, cette connaissance n'a pas empêché la décision de bombarder le Vietnam du Nord. L'argument avancé était que les bombardements allaient briser la volonté du Vietnam du Nord de soutenir les rebelles du Sud, alors même que les responsables des décisions étaient informés du caractère autochtone de la rébellion. Alors, au-delà du mensonge, ce qui se manifeste ici est une ignorance stupéfiante de l'arrière-plan historique du problème. Et en ce sens, l'échec de la politique américaine d'intervention armée résulte moins d'un enlisement que d'un déni de toutes les réalités historiques, politiques et géographiques. Alors, ce nouveau type de mensonge, d'après Arendt, provient de ce qu'elle appelle des professionnels de la résolution des problèmes. Et elle reprend cette expression au journaliste américain qui a obtenu les documents du Pentagone. Ces professionnels, ces professional problem solvers, elles appellent dans son texte, constituent une bonne... je précise parce que dans la traduction française, c'est traduit par les responsables de la résolution des problèmes. Et voilà, il me semble que justement, elle les critique en disant qu'ils ne sont pas responsables au sens où ils n'assument pas de responsabilité. Donc il me semble que la traduction est plus juste en parlant de professionnels qui reflète mieux aussi un peu l'ironie de l'expression. Donc, ces professionnels consistent une bonne partie des membres du groupe chargés de la rédaction du rapport McNamara. Ils ont été formés, dit Arendt, dans des universités, des instituts de recherche, avant d'entrer dans l'administration. Ils ont appris l'analyse des systèmes et la théorie des jeux, dont ils pensent qu'elle les rend prêts à résoudre n'importe quel problème, entre guillemets, de politique étrangère. Ces professionnels de la résolution des problèmes n'apprécient pas, ils calculent, et leur confiance en eux se fonde sur une vérité purement rationnelle et mathématique, dépourvue de tout lien avec les données du problème, encore une fois entre guillemets, à résoudre. Ils ont menti moins au bénéfice de leur pays qu'à celui de son image, la formation même de cette image constituant l'objectif primordial. Dans cette configuration, la hantise de la défaite ne concerne pas le bien-être de la nation, mais la réputation des États-Unis et de leur président. Ces spécialistes ou ces professionnels se distinguent des fabricants ordinaires d'images de marque au sens où ils sont en même temps des professionnels de la résolution des problèmes. Ce qui signifie qu'ils ne se contentent pas de faire preuve d'intelligence,
mais ils se prévalent de leur rationalisme et de l'univers purement intellectuel qui leur fait rejeter tout sentimentalisme. Ils aspirent à découvrir des formules exprimées dans un langage pseudo-mathématique qui permet d'englober, enfin qui prétend en tout cas englober et expliquer tous les phénomènes. Et ainsi, dans le cas du Vietnam, malgré leur connaissance des faits exposés par les services de renseignement, ils ont eu recours à leur technique, c'est-à-dire aux différentes façons de transposer un contenu qualitatif en nombre et en valeur quantitative, avec pour résultat d'éliminer purement et simplement la réalité. Je cite Arendt, « On a parfois l'impression que l'Asie du Sud-Est a été prise en charge par un ordinateur plutôt que par des hommes responsables des décisions. » Donc, ces spécialistes se fient aux facultés calculatrices de la pensée au détriment de l'aptitude de l'esprit à tirer des enseignements de l'expérience. Ils transcrivent des éléments dans la réalité, ils transcrivent des éléments de la réalité dans le langage des chiffres et des pourcentages et n'ont pas conscience de la misère provoquée par leurs solutions, entre guillemets, solutions qui recouvrent les transferts de population, la défoliation, l'emploi du napalm et des projectiles antipersonnels. Le fait que l'ennemi, donc encore une fois, entre guillemets, visé, n'avait ni l'intention ni le pouvoir d'être hostile avant d'être attaqué, n'a eu aucune influence sur leur esprit, fermé à la réalité. Les milieux dirigeants ignorent ainsi des faits essentiels parce qu'ils ont une théorie et dès lors, toutes les données qui ne concordent pas avec cette théorie sont rejetées ou ignorées. Alors, je conclus pour dire que dire la vérité de fait, justement, revient toujours à raconter une histoire. La personne qui dit ce qui est raconte une histoire au sens où, dans cette histoire, les faits particuliers perdent leur contingence et acquièrent une signification humainement compréhensible. Arendt reprend à ce propos les mots d'Isaac Dinesen, qu'elle qualifie de l'une des plus grandes conteuses de notre temps, et je la cite, « Tous les chagrins peuvent être supportés si on les transforme en histoire ou si l'on raconte une histoire sur eux. » C'est-à-dire que l'historien, comme le romancier, effectue une transformation du matériau brut des événements. Et la fonction politique du raconteur d'histoire, qu'il soit historien ou romancier, est d'enseigner l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et Arendt qualifie cette acceptation de bonne foi en précisant que cette bonne foi est le préalable à l'exercice de la faculté de jugement. Cette bonne foi, indissociable de l'acceptation de la vérité de fait, est le sol sur lequel nous nous tenons et qui constitue la base de notre vie politique. Arendt rappelle que le domaine politique n'est pas qu'un champ de bataille qui oppose des intérêts adverses ou une lutte pour le pouvoir. C'est seulement au niveau le plus bas des affaires humaines que la vérité de fait entre en conflit avec la politique. À l'inverse, le contenu réel de la vie politique peut s'avérer synonyme de grandeur et de dignité lorsqu'il consiste à nous insérer dans le monde par la parole et l'action et d'acquérir ainsi notre identité personnelle en commençant quelque chose d'entièrement neuf. Mais malgré sa grandeur, cette sphère est limitée par des choses que les êtres humains ne peuvent changer. Et je cite Arendt pour terminer, « Et c'est seulement en respectant ses propres lisières que ce domaine, où nous sommes libres d'agir et de transformer, peut demeurer intact, conserver son intégrité et tenir ses promesses. Conceptuellement, nous pouvons appeler la vérité ce que l'on ne peut pas changer. Métaphoriquement, elle est le sol sur lequel nous nous tenons et le ciel qui s'étend au-dessus de nous. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Rome Régène. Je vous propose à présent un petit moment d'échange entre nos trois invités. Ça va durer un petit quart d'heure, quelque chose comme ça. Et on gardera quelques minutes à la fin de la séance pour des questions, si vous en avez. Donc vous pouvez d'ores et déjà y réfléchir. Un micro circulera normalement, comme ça vous pourrez prendre la parole. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut peut-être retrouver David Colomb avec nous pour qu'il puisse participer à la table ronde, ou est-ce qu'on l'a perdu? Là. Merveilleux. Alors, peut-être dans un premier temps, il me semble important, alors ça a été évoqué au début de l'intervention de M. Colomb, il me semble important peut-être d'insister sur quelque chose, c'est-à-dire que la vérité n'est pas seulement une sorte d'état de fait,
Ce n'est pas quelque chose qui est asséné par un groupe de personnes ou sur lequel collectivement on s'est mis d'accord, mais la vérité et la manière dont on raconte les faits ont un pouvoir transformateur du monde. Arendt en parle également. Alfred de Musset, à sa façon également, en tout cas, le met en scène d'une certaine façon. Alors, peut-être, on peut revenir sur cette question de transformation du monde et sur cet enjeu-là, en se demandant comment, au théâtre, peut-être pour commencer, avec Alfred de Musset, comment on montre cet enjeu de transformation du monde, et puis peut-être on verra avec nos deux autres invités. Pour répondre à votre question, je voudrais tout d'abord rappeler, vous le savez, que le théâtre romantique est avant tout un théâtre historique. Donc il s'agit de penser l'histoire, le penser le passé à la lumière du présent. Or, le présent des hommes de la génération de Musset, qui sont nés autour de 1800, ont comme héritage, lourd héritage, la Révolution française, la Terreur, l'Empire. Vous savez, au début de la Confession d'un enfant du siècle, Musset commence par cette formule « durant les guerres de l'Empire », etc. Donc ils sont conditionnés par une histoire récente, traumatique, par des événements climatériques qui ont conditionné la société, leur société moderne. Bon. Donc le drame romantique historique, que ce soit Lorenzaccio de Musset, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, ou La maréchale d'Ancre d'Alfred de Vigny et bien d'autres pièces, consiste à proposer une autre vérité de l'histoire, quitte à la déformer. Je pense par exemple au drame d'Alexandre Dumas, qui, vous le savez, est d'abord avant tout un grand dramaturge. Déformer la vérité de l'histoire pour faire réfléchir les hommes du présent à leur passé. D'où des thèmes, des motifs qu'on va retrouver dans le théâtre romantique et chez Musset, celui du tyrannicide et celui du régicide, qui sont proches. Bon. Ça signifie que, quitte à déformer le passé, à déformer la vérité historique, il ne s'agit pas d'être vrai, et Alfred de Vigny fait très bien la distinction entre la vérité historique et la vérité de la pensée, dans la préface de Saint-Marc, roman historique de 1826, où il explique que ce n'est pas grave de modifier la réalité historique. Ce qui est important, c'est de faire advenir une vérité sur le présent. Donc Lorenzaccio, à cet égard, est une œuvre spéculaire, c'est-à-dire une sorte de miroir, que Musset tend à ses contemporains à partir d'un épisode historique, celui de l'histoire des Médicis au XVIe siècle et celui du crime historique de 1537. Il déforme la réalité, il invente des personnages, mais peu importe, ce qui compte, ce n'est pas la vérité historique, c'est la vérité de la pensée par rapport à ses contemporains. Donc, il y a une sorte de distorsion de la réalité, et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure mon collègue historien. Il y a une distorsion de la réalité, il y a une distorsion volontaire de la part des artistes et des écrivains romantiques de la réalité, mais non pas pour tromper le public, pour le faire penser à quelle est la vérité de leur présent et quelle est la vérité de leur condition humaine au présent, c'est-à-dire dans les années 1830. C'est tout l'objet aussi, par exemple, du drame Hernani de Victor Hugo, dont l'action se déroule au moment de l'élection de Charles Quint à l'Empire, de l'accession de Charles Quint à l'Empire. Comment accède-t-on au pouvoir? Comment renouvelle-t-on les sociétés sur le plan politique? C'est tout l'objet du théâtre romantique et de Musset et de Lorenzaccio. Et on voit que dans Lorenzaccio, c'est un échec complet et c'est une vaste fumisterie. Juste, je rebondis rapidement. Ce qui est étonnant peut-être avec Alfred de Musset, c'est qu'il met ça en scène avec un personnage, vous l'avez dit, qui au bout d'un moment ne sait même plus pourquoi il agit, ou qui le fait par motif personnel, c'est-à-dire qu'il dit je ne sais plus exactement pourquoi je commets ce meurtre, je sais simplement que si je ne le commets pas, je n'ai plus de but dans la vie. Je résume un peu grossièrement, mais... C'est en cela que je faisais le parallèle tout à l'heure entre Caligula de Camus et Lorenzaccio de Musset. Il y a un moment donné où effectivement Lorenzaccio n'a plus de motivation politique. Il ne croit en rien, il croit ni en la République, ni au duché de Médicis. Il ne croit en aucun régime, il n'a pas de foi non plus métaphysique ni spirituelle. Il croit simplement peut-être en la force d'une action ponctuelle qui ne concerne que lui-même. Au fond, c'est à un moment donné le fait que Lorenzo décide quand même d'aller jusqu'à tuer le duc. C'est ma théorie, c'est mon analyse de la pièce, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pour mieux préparer son propre suicide. Et d'où Camus.
Et c'est pour mieux préparer son propre suicide. Et c'est en cela que la pièce est extrêmement moderne. En fait, Lorenzaccio, en tuant le duc, il sait très bien qu'il se donne la mort à lui-même. Hein, et il fanfaronne dès après qu'il a tué le duc. Et il se laisse tuer, il se laisse assassiner. Donc, c'est le degré, l'ultime degré du pessimisme philosophique et politique hein, que ce geste-là. Néanmoins, la pièce, c'est en cela qu'elle est shakespearienne, elle nous donne aussi d'autres clés pour réfléchir à la vérité et à la place de la vérité dans la pièce. Parce que finalement, l'un des personnages les plus sympathiques de Lorenzaccio, c'est le duc Alexandre. C'est un personnage relativement sympathique. Alors bien sûr, il est un peu buveur, un peu porté sur le sexe et tout ce que vous voulez. Bon, d'accord, mais enfin, il fait de mal à personne, à part faire la fête. Il le dit d'ailleurs, Lorenzo. Donc, où est le bien et le mal ne coïncident pas avec la vérité et le mensonge dans la pièce. Et c'est ça, en cela qu'elle est trouble et qu'elle est toujours très moderne. Aurore Mregen, peut-être sur cette question donc de la transformation du monde par la vérité ou la façon dont on la raconte. Arendt, c'était vraiment son sujet, c'est-à-dire qu'elle part de Kant à un moment donné pour dire oui, bon, c'est bien, on établit des catégories, etc. Mais je vais vous montrer le véritable problème en politique aujourd'hui, c'est que les catégories qu'on a établies, elles ne permettent plus de penser la façon dont la politique en fait se transforme et la façon dont tout cela génère des transformations violentes par ailleurs, puisqu'elle a vécu à une époque particulièrement chaotique, la façon dont ces catégories génèrent des mouvements extrêmement violents. Peut-être pour le formuler un petit peu différemment, je crois que justement ce qu'elle elle pointe la façon dont les systèmes totalitaires ont justement complètement à partir de l'idéologie est complètement transformé. On fait du mensonge l'idée à partir de laquelle tout doit être déduit. Et c'est aussi ça qui l'amène à essayer de montrer qu'il y a une vérité de fait et que cette vérité, elle est pas transformable. Cette vérité de fait. Elle s'impose, elle a un caractère coercitif comme toutes les vérités, comme les vérités de raison, comme, je citais l'exemple tout à l'heure on ne peut pas dire que c'est la Belgique qui a envahi l'Allemagne en 14, c'est une vérité de fait, et ça, on ne peut pas le transformer. En revanche, une fois qu'on est d'accord, et à partir de là, les faits sont la matière des opinions, c'est-à-dire que si une opinion ne peut avoir de validité, de valeur, que si elle s'appuie sur d'informations exactes. Sinon, ce qu'elle dit, c'est que la liberté d'opinion est une farce, il n'y a pas de vérité. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de transformation de la réalité. En revanche, une fois qu'on est d'accord sur des faits et qu'on peut avoir une opinion, et c'est là où elle se réfère à Kant et où la mentalité élargie, justement, c'est qu'il n'y a pas justement une vérité transcendante, et là, à l'inverse elle se distingue aussi de Platon quand elle revalorise l'opinion, justement, c'est que l'opinion, c'est vraiment le tissu du politique. Il n'y a pas une vérité transcendante en politique. Mais pour que toutes les opinions ne se valent pas, toutes les opinions n'ont pas la même valeur. Et pour essayer de comprendre ce que peut être la valeur d'une opinion, c'est justement cette capacité à la penser, à être représentative, à adopter différentes perspectives pour essayer justement et ensuite il faut opter, ensuite il faut juger, mais on ne peut juger qu'à partir des faits et de leur vérité. Et c'est dans ce cadre-là que la politique peut après avoir vraiment être le lieu de la liberté aussi, Charette. C'est-à-dire que c'est à partir de ce cadre d'assise de la vérité des faits que l'action en commun, la parole, l'action en commun peut donner un sens à l'idée de liberté et là transformer les choses. C'est-à-dire transformer au sens où une action à plusieurs fait prendre à l'histoire un tournant et crée quelque chose de nouveau, transforme. Mais cette transformation, elle vient à partir d'une acceptation des faits, de la vérité de fait. David Collomb, dans ce que vous nous avez décrit, peut-être ce qui paraît extrêmement compliqué aujourd'hui, comment on peut repérer, de quelle façon, d'où vient la parole qui établirait une forme de vérité et d'où vient la parole mensongère.
En fait, ce qui rend extrêmement tout cela compliqué, c'est qu'on n'arrive plus à identifier quels sont les organes de propagande. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on pouvait identifier les partis, on pouvait identifier une certaine presse, peut-être. Ils avaient la Pravda ou d'autres choses. Là, aujourd'hui, on a plutôt des bots sur Twitter ou sur X, pardon, sur d'autres réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est pas ce brouillage-là aussi, cette difficulté, voire impossibilité, parfois, à identifier les acteurs de la propagande qui fait qu'on est complètement perdu aujourd'hui? Je crois qu'on est perdu aujourd'hui pour cette raison, à savoir que les États autoritaires s'emploient à dissimuler leur action de propagande et que tous les propagandistes, y compris dans des États démocratiques, recourent à de la sous-traitance et à des prestataires de services, des sociétés de marketing digital ou de relations publiques qui se font un plaisir de mener des actions d'influence sur commande. Mais il y a une autre difficulté qui est la fragilisation durable de notre confiance envers celles et ceux qui, traditionnellement, ont pour métier ou pour fonction de distinguer le vrai du faux. Par exemple, cet été, le Kremlin a lancé une campagne de désinformation visant Wikipédia pour détourner le plus grand nombre de gens proches du Kremlin de Wikipédia, où ils seraient susceptibles de trouver des vérités de fait déplaisantes. De même, des campagnes sont lancées sur certains réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour dissuader d'y rester non seulement des scientifiques, mais également des météorologues. S'il n'y a plus dans notre environnement informationnel des gens qui peuvent nous indiquer la température qu'il fait dehors, quelle est la possibilité pour nous d'établir le vrai en la matière? Autrement dit, il y a un travail de sape qui rend plus que jamais nécessaire de repenser l'intégrité de notre environnement informationnel. Des efforts sont accomplis dans ce sens. Je participe personnellement aux États généraux de l'information qui ont notamment pour objet de réfléchir à cette question de l'intégrité de l'information aussi bien dans les médias traditionnels que dans l'espace numérique. Reporters sans frontières a lancé une initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, qui consiste en un dispositif de certification d'une démarche reposant sur des règles déontologiques et éthiques par des médias volontaires qui s'engagent à accepter un audit externe de leurs pratiques en la matière. À l'ère de l'intelligence artificielle, il nous faudra de plus en plus repenser l'information à l'ère post-numérique, c'est-à-dire à ce moment où le faux l'aura à ce point emporté sur le vrai, à la fois quantitativement et possiblement qualitativement, qu'il nous sera nécessaire, voire indispensable, de repenser nos modes d'information, peut-être de redécouvrir la version imprimée de journaux pour ne pas exposer à des faux journaux sur Internet, redécouvrir le contact direct sans interface numérique. Je suis bien conscient d'être mal placé pour évoquer cet exemple, mais il s'agit pour nous de faire face à une confusion de plus en plus grande entre le vrai et le faux. Et puis pour rebondir sur ce qui a été dit à propos d'Arendt et de ces textes qui sont absolument essentiels, Arendt a perçu un point essentiel de nos vies politiques, aussi bien dans les régimes démocratiques que dans les régimes autoritaires. Il s'agit moins pour le politique au XXe et au XXIe siècle de fonder son action sur des faits que de la fonder sur la perception des faits. Pourquoi Lyndon Johnson s'est-il entêté dans une guerre qu'il savait par avance perdue? Parce que, nous explique Arendt, la guerre qu'il menait était avant tout celle de l'opinion publique américaine. Lorsque les Russes, lorsque le Kremlin plus exactement, s'emploie à exacerber une question dans les médias, par exemple les puces de lit à Paris, c'est pour agir sur la perception que l'on a d'une réalité qui n'est pas nécessairement celle qui nous est présentée par les médias. Cette guerre des perceptions fragilise constamment ces vérités de fait et fragilise plus encore notre capacité à établir ces faits. Raison pour laquelle il nous faut collectivement réfléchir aux meilleurs moyens de garantir l'intégrité de l'information, parce que l'information n'est pas exclusivement un bien commercial, elle est un bien commun
essentiel pour la pérennité de nos démocraties. Alors, l'enjeu de faire croire aussi suppose la question de l'autorité. On l'a évoqué, hein, il s'agit de savoir qui raconte les faits. David Collomb, vous avez cité l'expression de Foucault, hein, les régimes de vérité supposent que la vérité a quelque chose d'un peu relatif et que certaines instances, certaines institutions racontent ou défendent un certain type de vérité. On a vu qu'Arendt parlait des experts, alors elle les appelle les professionnels de la résolution des problèmes. C'est critique, hein, parce que justement, oui, bien sûr. Elle accorde beaucoup d'importance justement au journalisme, aux institutions qui expriment cette vérité, la recherche, ce qu'elle appelle la recherche, et le journalisme, elle accorde beaucoup d'importance aussi. Donc, c'est professionnel, oui, c'est plutôt ironique. Une expression ironique, tout à fait. Et donc, on les appellerait aujourd'hui les experts, je pense. Enfin, c'est une expression que peut-être on reprendrait davantage aujourd'hui. Donc voilà, sur cette question plutôt de l'autorité, on s'est dit voilà, que cette autorité était menacée, mais c'est pas forcément non plus, je crois, une mauvaise chose qu'elle ait été remise en question. Et justement, Arendt montre bien que dans les années 70, il y a un certain nombre d'experts qui, se réclamant d'un certain type de raison, d'une raison qui est complètement déconnectée d'une forme de sentimentalisme, déconnectée même des faits, s'est mise à calculer comme ça en dehors du réel et des faits, et a donné la monstruosité qu'a été la guerre du Vietnam et qui a été poursuivie sans aucun, en tout cas aussi longtemps, sans aucune forme de rationalité. Donc voilà, sur cette question de l'autorité qui est sapée, et également Lorenzo, c'est un personnage qui est en dehors de l'autorité. Enfin voilà, j'essaye un peu de lier là vos trois thèmes, c'est pas toujours évident, mais voilà, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus en prenant peut-être cette idée que oui, c'est pas forcément une mauvaise chose que de se dire que certaines façons de raconter la vérité ne sont pas, peuvent être parfois contestées, sapées, questionnées. Alors, pour Lorenzaccio, l'autorité, elle est du côté du personnage le plus machiavélien de la pièce, c'est-à-dire le cardinal Cibo. C'est lui qui, au fond, est l'autorité, une autorité qui agit dans l'ombre, mais c'est lui qui a le pouvoir. Et il applique à la lettre les formules de Machiavel, au sens de la philosophie politique de Machiavel et du prince de Machiavel. Donc, au fond, et ce qui est étrange, c'est que Lorenzo n'a pas beaucoup de liens avec Cibo. Il y a un électron libre, Lorenzo, et celui qui agit dans l'ombre et qui tire les fils de la politique florentine, qui est le cardinal Cibo. Voilà. C'est lui l'autorité. Alexandre de Médicis n'est pas une autorité. Hein. Donc l'autorité, elle est du côté de l'ombre et elle est du côté de Machiavel. Ce qui est intéressant quand on réfléchit à la question de la vérité et à son histoire, puisque le substrat philosophique de Musset, dans Lorenzaccio, c'est Machiavel. Et Plutarque. Voilà. Aurore Mregen, peut-être sur cette question, alors vous y êtes un peu revenu, hein, mais d'une autorité qui serait à contester et à déplacer. Alors une fois qu'on a critiqué celle des experts, l'autorité, elle revient à qui ou qui peut l'incarner ou comment le collectif, hein, puisque c'est quand même la question d'Arendt aussi, comment le collectif peut s'en emparer et peut faire en sorte de l'endosser. Mais je pense que, je sais pas si je pense que le terme d'autorité serait peut-être pas forcément celui qu'elle aurait, mais pour répondre à votre question, je pense que le journalisme, justement, a ce rôle vraiment important et qu'elle mettait vraiment en évidence aussi à Rennes. Je pense notamment au livre de Géraldine Mühlmann aussi qui est paru il y a pas longtemps pour les faits, où elle montre bien la façon dont dont il est important que les sens soient convoqués quand on travaille, que ça prend du temps en tant que journaliste d'établir des faits. Et en ce sens-là, l'autorité, elle vient d'une certaine façon du sérieux du travail qui est fait. Il n'y a pas une autorité qui décréterait telle vérité, mais c'est le travail de terrain, de recherche, des faits, d'établissement des faits. Et ça peut être aussi les témoins, ça peut être toute cette recherche-là qui consiste à établir la vérité. Une fois que cette vérité de fait est établie, il n'y a
pas, d'une certaine façon, après, d'autorité. Il y a plus exactement une opinion qui peut être plus valable qu'une autre, au sens où elle est capable de prendre en compte une diversité de points de vue et de prendre en compte le monde aussi. Donc l'autorité, je pense qu'elle viendrait plutôt du sérieux avec lequel la vérité de fait est établie, et ensuite de la validité ou de la valeur de l'opinion qui se forme par une expérience de pensée qui la valide d'une certaine façon. Et elle parle bien d'un aspect coercitif aussi de la vérité. Enfin, c'est une expression qu'elle emploie, alors c'est peut-être pas exactement le terme en anglais, mais elle parle bien de ça. Et peut-être aussi un des problèmes aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens ont du mal à se retrouver sous cette autorité, sous cette bannière-là de la vérité, en disant oui, mais moi aussi, j'ai mon petit mot à dire, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Elle dit, il y a cette dérive qui consiste à dire c'est mon opinion. Voilà, mais ce qu'elle dit, c'est que à la fois elle revalorise l'opinion au sens où il n'y a pas de vérité transcendante en politique et que l'opinion constitue le tissu vraiment politique, et en même temps, l'opinion, si elle se fonde pas sur des faits, c'est une farce. Elle n'a pas de sens. Donc, une opinion ne peut avoir de valeur que si elle se fonde sur des faits, vérifiés, sur une vérité de fait. Et par ailleurs, David Colomb, les propagandistes, ou la propagande russe ou chinoise s'appuie également sur, malheureusement, des erreurs, comment dire, certains mensonges également qui peuvent courir dans nos démocraties et peuvent se nourrir de cette autorité qui a été sapée depuis. Vous citez, Arendt a cité les Pentagon Papers. On a l'exemple également de la guerre en Irak au début des années 2000, qui a été fondée sur un énorme mensonge endossé par la plus grande démocratie, en tout cas on l'appelle comme ça, du monde occidental. Vous savez, Goebbels, ministre de la propagande du nazisme, donnait pour consigne à ses subordonnés de veiller à s'appuyer sur des faits incontestables, la propagande résidant dans l'interprétation malveillante de ces faits. Mais je voudrais revenir en arrière sur cette question de l'autorité qui me paraît importante et citer un texte que j'aime beaucoup de Montesquieu dans ses réflexions sur le commerce des blés. Il écrit ceci: quand on parle d'opinion, il faut en distinguer trois espèces. L'opinion des gens éclairés, qui précède toujours l'opinion publique et qui finit par lui faire la loi, puis l'opinion dont l'autorité entraîne l'opinion du peuple, et trois, l'opinion populaire enfin, qui reste celle de la partie du peuple la plus stupide et la plus misérable. Il s'agit d'une conception de l'opinion publique qui est quelque part une conception capacitaire. Autrement dit, l'opinion de ceux qui savent a vocation à prévaloir sur celle de ceux qui ne savent pas. Ce qui, au XXe siècle, s'est traduit par ce que Walter Lippmann a appelé la fabrique du consentement, ce qui aboutit au fond à une conception quelque peu technocratique de la diffusion des idées, des croyances aussi, et des attitudes depuis ceux qui savent vers le peuple, et ce qui a aussi été contesté. Et pour répondre maintenant à votre question, nos adversaires propagandistes de régimes autoritaires cherchent à la fois à s'appuyer sur la forme traditionnelle d'autorité de l'opinion en s'appropriant par divers moyens, dont la corruption des élites, des scientifiques, à la fois en créant de la pseudo-science, en créant de la pseudo-autorité, et à la fois, enfin, en s'appuyant sur les nouvelles formes d'autorité à l'ère numérique, cette autorité qui relève du nombre d'abonnés que ceux que l'on appelle les influenceurs possèdent. Hier, un oncologue assez célèbre, membre de la Société française de cancérologie, s'est vu infliger une leçon de cancérologie par quelqu'un qui s'appelle Booba. Le dit Booba, disposant d'une autorité
sur Twitter en termes de nombre d'abonnés et en termes de nombre de gens susceptibles d'être touchés par ces propos, considérablement plus importante que celle de ce professeur d'oncologie. De sorte que l'autorité de Bouba, qui, vous en doutiez, a priori, n'a pas suivi des études de médecine, prévaut sur celle de l'expert. Et ce qu'il nous faut retrouver, c'est un cadre d'énonciation de faits qui protège la science véritable de la fausse science et de ce que j'appellerais la pseudo-autorité des influenceurs numériques. Même au-delà de Bouba, quand je pense aux faits alternatifs à la Trump, c'est un signe. Oui, c'est un peu, comment dire. Et puis là, en ce qui concerne Booba, il y a une confusion entre autorité et influence, effectivement. Booba est quelqu'un qui a de l'influence de fait parce que c'est un rappeur, parce qu'il a X abonnés sur Instagram, je n'ai aucune idée de combien, et que l'oncologue que vous citiez a certes de l'autorité dans son champ, j'allais dire restreint, non pas exactement, mais en tout cas qui concerne d'autres spécialistes, et tout le monde n'est pas effectivement spécialiste de cancérologie. Bon, voilà, c'est une confusion, mais qui, j'imagine, peut être résolue. On en parlera peut-être si vous avez des questions, hein, mais qui peut être résolue par certains moyens. D'ailleurs, est-ce que ce sujet suscite des questions parmi vous? Si vous en avez, vous pouvez lever la main. Sinon, on continue la discussion. Moi, je m'interroge sur le nombre d'occurrences qu'il y a eu du mot démocratie. Nous sommes en démocratie face aux dictatures un peu militaires. Est-ce que vraiment, c'est pas un mot qui fait autorité? Et est-ce qu'on est en démocratie? Moi, je me pose la question. Je me dis que ça peut être intéressant peut-être de partir de Musset, qui ne pense pas dans un moment démocratique. Je ne crois pas qu'il était forcément un fervent démocrate non plus. Il faut distinguer dans Lorenzaccio et à l'époque de Musset, démocratie et république. Pour Musset, la question de Lorenzaccio, c'est celle de la république, ce n'est pas celle de la démocratie. La notion de démocratie, en 1834, déjà, elle est censitaire. Hein, donc, on est dans un système où la démocratie est réservée aux élites. Bon, donc, moi, je n'ai pas de réponse pour la société contemporaine. Néanmoins, Lorenzaccio peut nous permettre de penser le monde contemporain dans la manière dont les pouvoirs exercent leur autorité et leur influence. Dans Lorenzaccio, et ça m'intéressait ce que vous venez de dire, dans Lorenzaccio, la rumeur populaire se confond avec l'opinion publique, ce qui a de dangereuses conséquences. La plus dangereuse des conséquences étant l'aveuglement des masses qui assistent un peu benoîtement au couronnement d'un fantoche à la fin de la pièce. Donc Musset nous donne à réfléchir à la valeur de l'autorité, à la manière dont se confondent rumeur et opinion publique, et surtout, il invite, et je crois que c'est le discours qu'on tient tous les trois différemment, et c'est ce qu'on vous invite aussi à penser, je crois, à travers ce thème, à avoir l'esprit critique. Évidemment, hein, on n'en a pas parlé, mais derrière toutes ces questions, c'est comment développer l'esprit critique à partir de supports historiques, philosophiques ou littéraires, d'intellectuels ou d'artistes qui ont pensé la vérité. Donc, il me semble que la question de la démocratie, Musset, ce n'est pas un sujet qui l'intéresse, la démocratie. Hein. Ce n'est pas Victor Hugo. Musset, il est issu d'une grande famille aristocratique qui remonte à Jeanne d'Arc, puisqu'un de ses parents était un des compagnons de Jeanne d'Arc. Et lui-même, il est un peu orléaniste, c'est-à-dire un peu, mais il est un peu rien surtout, et très individualiste, et je crois que la politique n'est pas son affaire, d'ailleurs il l'écrit. Néanmoins, il y pense, il y réfléchit. On peut ne pas être engagé politiquement et se poser des questions. Hein. C'est ce que fait Musset avec Lorenzaccio, c'est ce qu'il fait aussi dans d'autres œuvres. Hein. Mais la démocratie, pour Musset, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la République, qui est un système étatique différent. Voilà.
Je ne sais pas si... Oui, ça marche. Sur cette question de la démocratie, Arendt montre bien, par ailleurs, que la démocratie, ça ne veut pas dire que c'est le régime nécessairement de la vérité. Je veux dire, il peut y avoir du mensonge en démocratie, et certes, c'est un problème, mais il peut y en avoir. La spécificité peut-être de la démocratie, c'est que le mensonge peut être, comment dire, mis en lumière et peut être questionné et peut, par exemple, au terme d'une enquête de presse, comme les Pentagon Papers, elle peut être dévoilée et mise sur le public. Je crois qu'elle fiche pas du tout la démocratie en un modèle qui serait... Enfin, justement, elle n'arrête pas de... Elle critique justement beaucoup... Enfin, elle met vraiment en évidence la façon dont, au sein des démocraties, le mensonge peut prévaloir. Et donc, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je pense que la question s'adressait peut-être plus... Enfin, parce que... à Monsieur Collomb, j'ai l'impression, mais sur la question de la démocratie opposée au régime autoritaire. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui concerne Arendt, je pense que justement, elle est très critique de cette façon dont on se prévaut à la fois d'une vérité, et en réalité, c'est une façon aussi de la détourner complètement. Enfin, elle essaye de montrer comment, justement, ça peut être perverti. En fait, cette idée initiale peut être complètement pervertie, et elle en montre les rouages. Monsieur Collomb, vous vouliez répondre à madame? Oui, c'est une question très importante. D'abord parce que, effectivement, comme cela vient d'être dit, la propagande a toute sa place en démocratie. Dans mon livre Propagande, j'écrivais même en première phrase que la propagande est fille de la démocratie. Dans un régime autoritaire, la propagande est le plus souvent le prolongement de la terreur. Tandis que dans un régime démocratique, elle est une nécessité pour quiconque veut persuader un électeur de le choisir, ou de choisir son produit, ou d'aller à une manifestation, ou de cliquer sur un lien. De sorte que c'est dans les démocraties que sont nées non seulement la publicité scientifique, les sondages d'opinion, les études de marché, etc., etc. C'est dans les démocraties que sont nés les systèmes publicitaires les plus perfectionnés qui aujourd'hui sont instrumentalisés contre nous par des régimes autoritaires. Ensuite, bien évidemment, pour autant, une propagande n'est pas en soi mauvaise. Il faut considérer les fins de cette propagande, les buts poursuivis, il faut considérer les moyens. Et le mensonge est en principe un moyen dont une démocratie devrait se passer pour parvenir à ses fins, pourvu que ces fins, en outre, soient louables. Pour terminer, je voudrais souligner enfin le fait que, au-delà de la question, vous avez exprimé une opinion, ou plutôt exprimé un sentiment, ou un sentiment de doute. Sommes-nous encore en démocratie? C'est une question légitime. Dès lors que de nombreuses démocraties ont fait face au mensonge, à la manipulation de masse, par la restriction d'un certain nombre de nos libertés. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'informer, la liberté de manifester. Et ce faisant, nous croyons combattre le mal de la désinformation, alors que nous ne faisons en réalité que le renforcer, en même temps que nous confortons les régimes autoritaires qui ont le beau jeu de dire alors vous censurez des contenus et vous ne pouvez pas dès lors nous accuser de censurer des contenus à l'intérieur de notre territoire. Autrement dit, les démocraties doivent prendre des engagements, comme un certain nombre d'entre elles l'ont fait en septembre dernier avec la Déclaration mondiale pour l'intégrité de l'information en ligne, signée par la France. Ces démocraties s'engagent à ne pas recourir à la manipulation des masses et à ne pas non plus commanditer des opérations de manipulation de masse. Et les démocraties ne doivent pas non plus prendre prétexte de la lutte contre les manipulations, y compris des États autoritaires, pour restreindre les libertés de nos citoyens. C'est par notre modèle démocratique et notre modèle de liberté que nous défendrons le mieux nos sociétés face aux ingérences étrangères. Et j'en tiens pour preuve le fait que les pays au monde qui aujourd'hui font face avec la plus grande efficacité aux ingérences informationnelles étrangères, je songe à Taïwan, je songe à la Finlande, je songe aux Pays-Bas, je songe à la Norvège, sont des pays qui, en même temps, n'ont pas pris des mesures illibérales ou des mesures liberticides. Nos libertés sont la première condition de notre sécurité informationnelle et au-delà.
Oui, je voulais juste rajouter un élément pour pas qu'il y ait de confusion. Dans Lorenzaccio, les républicains, ce n'est pas le peuple, hein. Le peuple, tout le monde s'en fiche. Dans Lorenzaccio, ils sont brimés, ils sont maltraités. Les républicains, ce sont des très grandes familles florentines, hein. Les Strozzi sont, voilà, c'est la plus haute aristocratie florentine. Donc, républicains ou duché de Florence, dans les deux cas, ce sont les élites. Le peuple, d'ailleurs, la dernière réplique de Lorenzaccio, c'est un peu votre question, madame, c'est « et nous ?» point d'interrogation. Eh oui, bah rien. Enfin, en 1834. Hein. Y a-t-il une autre question, une dernière question? Oui, monsieur, au premier rang. Si quelqu'un peut. Monsieur, juste. Oui, bonjour, je sais pas si ça marche. Oui. Bonjour, je vous remercie d'abord. Je voulais vous demander si est-ce que le problème aujourd'hui de la désinformation viendrait pas du fait que justement on cherche à savoir tout sur tout tout de suite, et est-ce que et que justement on a cette attente-là envers le citoyen, mais est-ce que le fait d'accepter peut-être d'être ignorant sur certains sujets, mais d'avoir une information peut-être qui va moins vite, mais qui est de meilleure qualité et plus approfondie, ça pourrait pas être justement une solution pour lutter contre cette désinformation qui peut-être vient justement du fait qu'on veut tout savoir et tout de suite? C'est bien pour ça qu'on vous donne des livres à lire au programme. Peut-être David Collomb sur cette question. Oui, mon cerveau bayésien présume qu'il s'agit d'une question de scientifique parce qu'il s'agit d'une excellente question. En réalité, nous faisons face à des systèmes complexes en matière informationnelle qui favorisent la propagation de contenus superficiels et très souvent de contenus faux au détriment d'une information de qualité qui suppose de la lenteur dans sa production, de la lenteur dans sa propagation, de la lenteur dans sa réception. Et plutôt que de censurer des contenus, si on se penchait sur les modes de propagation et les rythmes de propagation, on obtiendrait des résultats considérables sans porter atteinte à notre régime de liberté publique. Permettez-moi de vous donner juste un exemple. En 2021, une étude à propos de Facebook a montré que 69% des interactions climato-dénialistes avaient pour origine 10 comptes Facebook, que l'on ne va pas interdire. Il y a les comptes de think tank financés par l'industrie pétrolière, les comptes des médias d'État russes. Simplement, si l'on réduisait la portée des contenus de tous les comptes, pas spécifiquement de ceux-là, on réduirait mécaniquement la portée des contenus qui peuvent potentiellement être malveillants. Autrement dit, il nous faut repenser nos systèmes d'information, y compris en termes d'ingénierie, y compris en termes de conception et de design, pour ralentir le rythme de l'information, pour favoriser par là même notre résilience. Mais j'ajoute une dernière chose, nous devrions aussi considérer la possibilité de faire face au virus informationnel par des vaccins informationnels, c'est-à-dire jouer sur les modes de propagation viraux de contenus pour propager aussi non pas des contenus qui relèvent d'un contre-discours, mais des outils permettant aux individus de se faire leur propre opinion en même temps qu'en s'immunisant contre les grandes techniques de manipulation. C'est ce que les anglo-saxons appellent le pre-bunking, et c'est, je crois, une des pistes les plus intéressantes, piste à laquelle, bien évidemment, les scientifiques que beaucoup d'entre vous êtes peuvent contribuer. Par conséquent, une partie de la solution à la situation de pandémie informationnelle que nous connaissons est dans la salle. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Est-ce qu'il y avait une toute dernière question peut-être? S'il y a, sinon, comme il est 16h30, je pense qu'on va devoir arrêter la séance. Mais non, pas de questions. Alors dans ce cas, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette séance du Forum Sciences et Philosophie. J'espère que ça vous aura donné des pistes pour vos concours et même pour votre vie personnelle, parce que comme vous l'aurez compris, même si on n'a pas tellement abordé la question des moyens de lutter, des moyens concrets, je veux dire, de lutter contre la désinformation, il s'agit, je crois, pour reprendre le vocabulaire de David Collomb, d'une guerre
à mener peut-être personnellement, malheureusement, aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.